On connaît tous Saint Louis, mais pourquoi est-il saint? On en garde l'image d'un homme rendant la justice sous son chêne, et aussi d'un mec qui est mort en croisade d'une dysenterie. Mais nous allons le voir, la raison de sa béatification est tout autre. Pardon? Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Né en 1214, il hérite d'un royaume bien administré, certes, mais qui doit faire face aux menaces des hérétiques au sud. Et depuis la victoire de Bouvines, des tensions à l'international avec l'Angleterre, la Flandre et l'Aragon. Il y a aussi des tensions internes sous la régence de Blanche de Castille, à qui on reproche d'être une étrangère, comme toujours. Période pendant laquelle se déroule la première révolte des barons entre 1226 et 1227. La révolte des barons. Voilà, tu mets le doigt sur l'un des faits dont on ne parle jamais et qui pourtant fera de Louis IX Saint Louis. Ces tensions nobiliaires s'inscrivent dans la continuité des révoltes qui prennent leur source à l'époque de son grand-père Philippe Auguste. Philippe Auguste, qui fut le premier à essayer de centraliser l'État et qui s'était assuré les monopoles tels que battre la monnaie, contrôler les châteaux et forteresses stratégiques et la justice royale. Par ailleurs, il prive les seigneurs de la possibilité d'alliances et de guerres privées, et aussi d'une partie de leur autonomie administrative et fiscale. Et il va même jusqu'à envoyer ses propres officiers dans leur fief. Or, ces barons veulent retrouver leur indépendance face à un pouvoir de plus en plus fort et centralisateur. Et ils profitent de la régence pour reprendre des privilèges et des terres. Et tout va se jouer au début de son règne, à Louis IX. Les sources ont sans doute exagéré l'influence religieuse et morale que Blanche exerce sur son fils, comme ils exagéreront celui de sa femme Marguerite de Provence. Les révoltes qui s'étaient calmées en 1227, suite aux promesses du roi de leur laisser plus de liberté, reprennent entre 1241 et 1242. Louis IX, dans les faits, ne leur a rien cédé. Et cette fois-ci, il ne compte pas régler le problème par de la pseudo-diplomatie, mais par les armes. Et ce, en reprenant chacun des châteaux. Bon, par ailleurs, il en profite pour battre les Anglais à Toulouse, et le bûcher de Montségur signe la fin de la résistance cathare. À côté de ça, il s'est forgé une image de roi peulieux, pour ne pas dire chien à crever. C'est quand même le seul roi dont on n'a absolument aucun texte qui relate une partie de chasse. En 1238, il acquiert la couronne d'épines, ce qui lui permet d'associer la royauté au Christ. Par ailleurs, il se bat contre l'usure, pour ne pas dire contre les Juifs, même si il ne les expulsera jamais. En 1244, il fait vœu de croisade, et comme le fait remarquer Sophie Delmas, à la veille de son départ en croisade, sa volonté de purification du royaume paraît évidente. Sauf que voilà, en 1246 éclate une ultime révolte des barons. L'affaire concerne Hugues X de Lusignan, mécontent que le roi ait refilé le Poitou à son frère cadet, Alphonse de Poitiers. Louis IX réprimera rapidement cette révolte, mais ce qui interroge, c'est que les chroniqueurs officiels la passent sous silence. La suite, on la connaît. Il part en croisade, il s'empare de Damiette et attend des renforts pendant des mois. Ils ne viendront pas. Malade et épuisé, il finit par être capturé par les Mamelouks. Obligé de payer une lourde rançon, il est contraint d'abandonner Damiette en 1250. À côté, Waterloo
passerait presque pour une glorieuse victoire. En 1252, Blanche de Castille meurt. Tant pis pour les croisades, Louis IX rentre en France. Et oui, le roi va enfin arrêter ses délires de croisière sur des flottilles pour rejoindre la Palestine et il va enfin se consacrer à son travail de député et commencer à travailler pour les Français. Robinson, Bon, entre autres ordonnances, visant à administrer le royaume. Il interdira les jeux de dés et l'usure. Il mettra en place le contrôle des tavernes et de la prostitution. Ou encore reprendra le monopole de la monnaie. Alors, ça grince des dents chez les barons. Mais il ne bouge pas. Ça grince aussi des dents dans les milieux populaires pour qui la gabelle ne passe pas. Quid de la regrettée bonne monnaie de Saint-Louis ? La nostalgie est une lime qui supprime les aspérités du bon vieux temps. Mais ce qui va vraiment marquer les esprits, c'est l'affaire Enguerrand de IV de Courcy. Alors, si je résume rapidement cette affaire, Enguerrand de Courcy fait pendre sur le champ 3 hommes surpris en flagrant délit de braconnage. Il sera arrêté sous ordre de Louis IX et amené au Louvre pour répondre de ses actes. Au final, il sera pardonné pour le roi à condition qu'il fasse amende honorable et surtout amende sonnante et trébuchante. et de manière simpliste, Le seigneur de Coucy, en exécutant les braconniers sans procès, outrepasse ses droits et donc bafoue la justice royale. Si on passe sur le fait que ses ancêtres furent seigneurs de Montaillou qui sera un repère cathare, et d'autres détails politiques, Louis IX impose par son acte une justice royale qui s'impose à tous et auquel nul ne peut se soustraire, même si, comme Enguerrand de IV de Coucy, vous avez participé à la croisade aux côtés du roi de France. Désormais, tout un chacun pourra faire appel d'une décision de justice. La suite, vous la connaissez, en 1260, alors que le royaume va comme sur des roulettes, Louis IX décide de repartir en croisade. Il débarque à Carthage et en attendant l'arrivée de Charles d'Anjou, il tombe malade et meurt le 25 août. Charles d'Anjou passera quand même à l'offensive à son arrivée. C'est un massacre et il faudra attendre 1270 pour que l'on rapatrie les ossements de Louis IX. Sur le trajet, les premiers miracles commencent. Enfin, des miracles. Par exemple, une personne d'origine anglaise serait venue sur le tombeau de Louis IX pour expliquer au défunt roi qu'il n'a jamais été roi de France puisque le vrai roi de France, c'est le roi d'Angleterre. Atteint immédiatement de paralysie, il est obligé de faire amende honorable pour retrouver l'usage de ses membres. Ses restes sont inhumés en 1271 à Saint-Denis. Un culte commence. En 1297, un procès en canonisation s'ouvre, certes, et on en revient à la question du début, mais le canoniser, pourquoi ? Martyr ou confesseur exemplaire ? À son époque, il est perçu comme un martyr, mort comme le Christ à 15 heures et en croisade. Mais il sera canonisé comme confesseur pour sa piété, sa charité, sa participation aux croisades et pour sa justice royale fondée sur l'équité et la charité. c'est pour cela que c'est ta première vidéo sur la série Justice au Moyen-Âge. Mais pourquoi on n'a pas gardé cette image de lui ? Malgré les discordes qui règnent entre Philippe le Bel et l'Église, et c'est pas peu dire, l'Église reste au centre de la légitimité du pouvoir royal. Et le culte de Saint Louis
sera mis au service de la famille royale, tant par Philippe le Bel qu'Henri IV ou que Louis XIV. La fête de la Saint-Louis, le 25 août, jour de sa mort, devient une sorte de fête nationale. Mais chacun écrira également son Saint-Louis à sa manière. Sous Louis XIII, on découvre l'œuvre de Joinville qui est complètement méconnue au Moyen Âge. Apparaît alors l'image de Saint-Louis sous son chêne, qui est pourtant qu'une toute petite phrase dans le témoignage de Joinville. Tard, alors qu'il est loué par Voltaire. Pour le marquis de Sade et Napoléon, Saint-Louis n'est qu'un imbécile. Et au XXe siècle, il n'apparaît plus que comme le héros des cathos pratiquants. Mais qui sait l'image que l'on se fera de lui plus tard, après tout entre 1983 et 1990. Notre bon Saint-Louis fit son apparition à Huancapi, au Pérou, et protégea la ville du terrorisme.